Masterclass stratégique ou hold-up de Chase Elliott à Martinsville qui a chippé cette première place en fin de course à Denny Hamlin qui a dominé globalement cette course. On va revenir sur cette course de Martinsville avant de faire une pause une semaine parce que la NASCAR, il n'y a pas de course ce week-end de Pâques, donc on se retrouvera dans 2 semaines. Mais on va revenir sur cette course, les top flops de cette course et on va commencer avec un premier top. C'est évidemment Denny Hamlin qui a dominé toute la course. Sauf la fin de course, peut-être le moment le plus important, mais Denny Hamlin qui a remporté les 2 premiers segments, qui a été dominateur globalement sur cette course, même dans le premier relais de ce 3e segment, jusqu'à ce moment, ce drapeau jaune qui change tout, ce drapeau jaune qui a tout changé pour Chase Elliott et pour Denny Hamlin qui s'est retrouvé avec une voiture un petit peu plus survireuse, on l'a vu, moins bon dans les virages, en sortie de virage, c'est un peu plus compliqué que par rapport à un Chase Elliott, alors qu'au début de course, toute la course globalement, il volait, il avait une seconde et demie d'avance sur Ty Gibbs notamment, il était clairement au-dessus du lot, c'était sa victoire, c'était pour lui qui devait remporter cette course, il a mené 292 tours sur les 400, c'est quasiment 3/4 de la course qui est menée par Denny Hamlin. Le plus important, c'est de mener le dernier tour quand on veut remporter la course. Et Denny Hamlin qui prend les 2 premiers segments et dominateur en début de 3e segment. Ensuite, on a Chase Elliott qui s'arrête très tôt. Décision stratégique, masterclass stratégique du box de la 9 d'Alan Gustafsson qui choisit d'arrêter Chase Elliott très tôt, de miser sur un drapeau jaune pour que tout le monde ensuite s'arrête, ce qui se passe. Et donc Chase Elliott se retrouve à la track position, premier ou deuxième à ce moment-là, deuxième derrière Chastain, parce que Chastain s'était pas arrêté, mais Chastain c'est devenu très vite pas une épave roulante, mais en tout cas c'est devenu très vite une chicane mobile. Avant c'est quasiment plus Ross Chastain, même s'il termine Ross Chastain, il termine 16e. Donc c'est devenu très vite une voiture qui était dépassée très rapidement par tout le monde. Mais Chase Elliott qui très tôt prend prend le meilleur restart, passe devant et ensuite il ne quitte plus cette première place. Il a même réussi à bien gérer la gestion des retardataires. On sait qu'à Martinsville c'est tellement petit, c'est un short track, c'est tellement petit que qu'à Martinsville cette gestion des retardataires est très importante. Et surtout cette trajectoire, il faut coller ce trottoir, pas le toucher, mais il faut coller ce trottoir, prendre l'intérieur. On l'a vu, même si avec les nouveaux packages, avec plus de puissance, parfois à l'extérieur ça passait, mais globalement c'est être à l'intérieur, coller l'intérieur. Et puis ça a été très bien joué de la part de Chase Elliott qui a été opportuniste cette course parce qu'il prend aucun point de segment. Chase Elliott, il n'a pas été présent dans le premier, dans le 2e segment, même dans le début du 3e segment, on ne voit pas trop. Et puis il y a cette décision stratégique de s'arrêter très tôt. Et cette décision stratégique, c'est devenu une masterclass stratégique parce qu'Alan Gustafsson, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné la victoire à Chase Elliott sur cette décision stratégique. Parce que si Chase Elliott avait décidé de s'arrêter en même temps que tout le monde, il serait ressorti après avec le drapeau jaune, il serait ressorti 10e, 11e. Hors du coup, parce que la track position à Martinsville est très importante. C'est très important d'être aux avant-postes plutôt qu'être dans le milieu de peloton. Et on l'a vu notamment avec Chase Elliott qui était hors du coup sur ces 2 premiers segments. Et ensuite, il y a eu cette décision stratégique. Ça fait partie de la NASCAR, de la magie de la NASCAR. Cette décision stratégique couplée à un drapeau jaune heureux pour l'un, malheureux pour l'autre. Et on a du coup la première victoire Chevrolet de la saison, la première victoire d'une Hendrick. J'en avais parlé en plus en négatif dans ma dernière vidéo à Darlington où ils étaient tous hors du coup à part Byron qui avait fait top 10. Tout le reste c'était une catastrophe, notamment Chase Elliott qu'on n'avait pas vu. On sait il y a encore cette histoire avec Alex Bowman qui encore une fois n'était pas présent à cette course, c'est encore Justin Allgaier qui était présent. Mais ça donne du beau moqueur à cette écurie Hendrick qui est toujours très forte à Martinsville, même si là globalement c'était pas eux qui avaient la meilleure voiture, c'était pas eux qui méritaient, mais sur la fin de course ils ont eu la meilleure voiture parce que dans le clean air Chase Elliott a été clairement très costaud, plus qu'un Hamlin comme j'ai dit qui avait une moins bonne voiture sur la fin qui survirait un petit peu. Hamlin qui avait pas de regret cette fin de course, qui regrette peut-être un petit peu ce drapeau jaune évidemment parce que je pense que sans ce drapeau jaune il prend la victoire, mais après avec des si évidemment on peut tout faire. Et là ça a été, après il y a eu encore 60 tours pour que Hamlin puisse dépasser Elliott, ce qu'il n'a pas réussi à faire. 60 tours à Martinsville ça peut aller très vite, mais il n'a pas été capable de le faire. Ça montre aussi qu'Elliott avait une très bonne voiture sur la fin de course et que cette décision stratégique a donné la victoire à Chase Elliott. Et bien joué à Alan Gustafsson, bien joué au stand de la 9, au box de la 9, bien joué à son ingénieur de course qui a pris cette décision et qui donne la victoire à Chase Elliott. Et Chase Elliott, globalement, j'en parle aussi très vite parce que j'en ai quasiment pas parlé depuis le début de saison,
mais pour moi, c'est le meilleur Hendrick du début de saison en fait. Il était un petit peu dans l'ombre, enfin dans l'ombre entre guillemets, c'est le pilote le plus populaire, mais il était un petit peu en termes de performance en dessous de Byron et de Chase Elliott et de Kyle Larson, qui étaient voilà, ceux qu'on voyait le plus, notamment Kyle Larson qui a remporté 2 titres, même si Elliott il a gagné en 2020. Mais depuis qu'il y a eu voilà, ces nouveaux packages, en 2022, on voyait un tout petit peu moins de Chase Elliott, même si on le voyait par moment, mais là, je trouve que c'était devenu un petit peu le troisième homme, Hendrick, qui était évidemment bien devant Alex Bowman. Mais là, sur ce début de saison, c'est lui pour moi qui est le plus régulier, c'est lui qui est le meilleur. On va voir au classement d'ailleurs, c'est lui qui est devant les autres. Parce que ouais, Chase Elliott, pour moi, c'est le meilleur Hendrick depuis le début de saison. Byron, on le voit par-ci par-là, mais il n'est pas non plus impressionnant. Il n'a jamais eu, je crois, la voiture pour remporter une course. Kyle Larson, il finit top 10 aussi, comme William Byron à Martinsville. Mais pareil, on l'a pas trop vu aux avant-postes pour gagner une course. Et là, Chase Elliott, alors pareil, cette course-là n'était pas censée la gagner sans la décision stratégique, mais il y a eu cette intelligence de course, et ça fait partie de la course, d'avoir une intelligence de course, d'avoir cette réflexion, cette décision stratégique qui peut aussi s'avérer être un fiasco, hein, parce que s'il n'y a pas de drapeau jaune, tu t'arrêtes derrière tôt, et ensuite tu as des pneus qui sont quasiment cramés à la fin. Donc voilà, c'est une décision stratégique, c'est un pari stratégique, mais un pari ça peut être perdant comme gagnant. Là ça a été gagnant, c'est très bien joué pour Chase Elliott qui globalement, même sans cette victoire, est pour moi le meilleur Hendrick de ce début de saison. Donc voilà, bravo à Chase Elliott, bravo aussi à Denny Hamlin qui au final c'est celui qui prend le plus de points parce qu'il prend 56 points, parce qu'il prend alors 1 point pour le meilleur tour, il prend 20 points pour les segments du coup, et il prend du coup 35 points pour la deuxième place, donc ça fait 35 plus 20, 55, plus le point du meilleur tour, 56, là où Chase Elliott, juste avec sa victoire sans les points de segment, prend 55 points. Donc on voit Denny Hamlin qui fait le grand chelem quasiment, sauf la victoire, il a juste un petit point de plus que Chase Elliott qui remporte la course, qui donne vraiment une prime à la victoire colossale. La prime à la victoire, elle est complètement dingue sur ce nouveau format, mais c'est fait exprès pour avantager les vainqueurs, avantager ceux qui gagnent. Tu prends 55 points d'un coup, et c'est pour ça qu'au classement, Tyler Reddick qui a 4 victoires, il a une avance colossale sur tout le monde, parce qu'il a pris 55 points x 4 au minimum, parce qu'il a aussi gagné des points dans les segments. Le deuxième top, je parlais d'Elliott et Hamlin globalement ensemble, mais le deuxième top pour moi c'est Joey Logano, et globalement la Penske sur cette course qui font les 3 pilotes sont dans le top 10, 8ème Cindric, 6ème Blaney qui a eu un petit souci, un petit accrochage avec Hamlin, alors qu'il était quand même bien, il était 3ème à ce moment-là, donc il était très très bon. Blaney qui avait une voiture de top 5 globalement, et Joey Logano 3ème, surtout Joey Logano parce que la course dernière à Darlington ça a été un cauchemar, là où Blaney et Cindric ça allait, mais Logano qui terminait 34ème à plusieurs tours de retard, et à la régulière, c'était pas il avait un problème, il a eu des pénalités, non, à la régulière il a été transparent, horrible. Alors transparent non, parce qu'on le voyait se prendre un tour, comme je l'avais dit la semaine dernière, on le voyait à chaque fois se prendre un tour, donc on voyait Logano à la télé, mais il a été horrible la semaine dernière, c'était une catastrophe d'Arlington, et il s'est bien remis là à Martinsville. Il a toujours été dans le top 10, il a toujours été concerné sur cette course, il a toujours été bon, sans avoir la voiture pour gagner, mais il a toujours été dans le top 5, je crois qu'il a jamais quitté trop le top 5, il a toujours une voiture de top 5, le premier segment, bon, il termine 7ème, donc il était pas top 5. Le deuxième segment, il termine 3ème. Et le troisième segment, la fin de course, il termine du coup 3ème cette course. Donc voilà, très belle course pour Joey Logano qui remonte bien au classement, parce que ce qui s'était passé à Darlington, ça a été une catastrophe. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot, parce que ça a été pour une Penske terminée 34ème à plusieurs tours. Alors pourtant, c'est censé être une excellente voiture, hein, la Penske. Donc voilà, pour un triple champion de NASCAR, ça faisait un petit peu tâche à Darlington. Là, c'était bien mieux, c'était bien plus au niveau de Joey Logano qu'on connaît normalement, hein. C'était bien plus du Joey Logano que la semaine dernière, et il va falloir un Logano comme ça de toute façon cette saison s'il veut encore espérer gagner dans une année paire, parce que il va falloir un Logano très régulier, qui prenne des victoires, qui prenne des top 5, qui prenne des top 10, pas un Logano sur le courant alternatif comme on a eu notamment en 2024. En 2024 avec le format c'est passé, mais là en 2026 s'il est comme ça ne passera pas, c'est pas possible. Il faut être régulier sur la durée, sur la longueur, sur 10 courses, sur les 10 courses de fin de saison, même s'il faut être régulier là pour se qualifier dans le chase, mais il faut être sur les 10 dernières courses de la saison, ultra régulier, pas faire d'erreur, et on verra si Logano est capable de le faire. Dernier petit top aussi, dernier gros top même, c'est Ty Gibbs, qui franchement Ty Gibbs est très très bon sur ce début de saison, qui fait encore une fois un top 5. Alors il a fini 6ème la semaine dernière, mais c'était presque un top 5, hein. Mais là ouais, top 5 encore une fois pour Ty Gibbs, il termine 4ème, très grosse course de Ty Gibbs, alors qui n'a jamais été vraiment en mesure de gagner.
À un moment, il était deuxième, mais il était à 2 secondes de Denny Hamlin. Donc voilà, il était deuxième sans avoir la possibilité de gagner cette course. Il n'a jamais été en situation de remporter la course. Mais il a toujours, un peu comme Joey Logano, une voiture de top 5. Il termine quatrième le premier segment, il termine deuxième le deuxième segment et il termine quatrième la course. Donc il a été globalement toujours dans le top 5. Et ouais, ça a été la deuxième meilleure Toyota sur cette course. Et globalement, quand tu regardes les résultats des dernières courses, tu as toujours Ty Gibbs qui est placé dans le top 6, dans le top 5. Il a fini 6ème la semaine dernière, mais toujours quasiment dans le top 5. Je crois que c'est la quatrième course consécutive où on voit Ty Gibbs soit dans le top 5, soit 6ème. Donc c'est très très bien pour lui. Et on sait que, comme je l'ai dit, la régularité, ça prime. Ça compte énormément. Et finir quatrième cette course-là, finir 5ème à des moments, finir 6ème la semaine dernière, c'est de très très bons résultats qui permettent pour se qualifier dans le chase. On sait que Ty Gibbs, il a quand même un volant qui est populaire parce que c'est la Joe Gibbs Racing, et on sait aussi que évidemment c'est le petit-fils de Joe Gibbs, donc évidemment il y a du piston et tout, mais là s'il fait des résultats comme ça, c'est très très bien pour Ty Gibbs parce qu'il faut absolument qu'il se qualifie pour le chase cette saison, sinon ça va encore faire parler évidemment. On va parler un petit peu des flops. Je vais commencer avec Chase Briscoe. Chase Briscoe, ok, il finit 14ème cette course-là. Très bien, ça a été, il a un petit peu limité la casse sur la fin de course. Mais globalement, on l'a pas vu tout de la course. On l'a vu dans le premier segment être à un tour. Il est revenu après dans le deuxième segment. Il était Lucky Dog. Il est revenu dans le tour. Mais ça a été une course où il a végété entre être le dernier dans le tour, être premier à un tour, dans ces eaux-là en tout cas. Et puis il est remonté un petit peu sur la fin. Mais ça n'a pas été une bonne course pour Chase Briscoe qu'on n'a quasiment pas vu, même s'il est remonté sur la fin. Et surtout, c'est pas un bon début de saison. En début de saison, il y a des problèmes pour Chase Briscoe, notamment à Austin où il était pourtant 3ème et il y a eu cette casse. Il y a eu ensuite la même chose, c'était à Phoenix où il crève, alors qu'il est bon, il était 3ème, 4ème, pareil. Il y a cette crevaison, il va taper le mur, il peut pas repartir. Donc là, il y a eu ces petits problèmes pour Chase Briscoe en début de saison. Et le problème, c'est que ces petits problèmes, ça le met très loin en classement. Je sais qu'il n'y a eu que 6 courses, mais ça le met quand même très très loin en classement. Pour le moment, Chase Briscoe, il est à 222 points de Tyler Reddick. Alors Tyler Reddick, pour le récupérer, ça va être très 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 costaud pour Chase Briscoe. Mais surtout, il est 21ème pour le moment du classement général. Et il est à quasiment 40 points de Daniel Suarez qui est 16ème. Donc il va falloir que Chase Briscoe enchaîne de très bons résultats très vite pour pas se mettre la pression, pour pas être dans cette bulle un petit peu vers la 20e course, la 21e course, être un petit peu dans cette bulle et se dire est-ce que Chase Briscoe va être éliminé, est-ce que Chase Briscoe va être qualifié, alors que Chase Briscoe l'an dernier il va en finale quand même, il va en finale, donc il était très 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 bon l'an dernier. Donc attention pour ce petit moment de pression, essayer de limiter cette pression en ayant tout de suite des bons résultats. Là ça n'a pas été le cas, donc voilà, petit carton jaune pour Chase Briscoe, et j'ai envie de mettre un gros carton jaune, voire un carton rouge pour Kyle Busch Kyle Busch a été, j'en ai pas parlé la semaine dernière, mais j'aurais pu en parler parce que je voulais plus parler de Logano, qui avait été lui aussi vainqueur, lui aussi triple vainqueur, mais alors Kyle Busch double vainqueur pour le coup de NASCAR, double champion, mais c'est compliqué là, franchement. Alors s'il n'est pas aidé par sa voiture, je pense qu'elle est la RCR, la Richard Childress Racing, elle est catastrophique parce que Austin Dillon aussi finit 25ème. Mais c'est compliqué. Franchement, Kyle Busch est très 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 compliqué. Alors après Martinsville, ça fait officiellement 100 courses qu'il n'a pas remporté une course en NASCAR. C'est vraiment compliqué pour Kyle Busch qui termine derrière Justin Allgaier qui découvre la 48. Alors maintenant ça fait 3 courses qu'il la découvre, mais qui découvre la 48. Il finit derrière du Suarez, il finit derrière du McDowell, du Osvar, il finit derrière la Spire. Toutes les voitures de la Spire sont devant lui. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un downfall, que ce soit de lui ou de la RCR, de la Richard Childress Racing, qui est pas bonne en fait. Cette voiture n'est pas bonne. Et on a un Kyle Busch qui est en régression, qui est 24ème du classement général et qui perd de plus en plus de place et qui semble perdre un petit peu en intérêt et tout. On parle plus trop de Kyle Busch parce que Kyle Busch devient un petit peu anonyme en ce moment et c'est compliqué. Si c'est encore une saison, c'est la 3e saison consécutive sans qualification pour le chase, ça va commencer à piquer pour Kyle Busch. Surtout là, c'est prime à la régularité, donc faut des résultats réguliers. Si ta voiture te permet pas d'avoir des résultats réguliers, ça va tout de suite être très très compliqué pour Kyle Busch. Et si j'en ai parlé pour Chase Briscoe, si tu te retrouves vers la 20e, 21e course, que t'es à 40 points de retard, tu peux commencer à avoir une énorme pression sur toi et ça va être très très compliqué pour Kyle Busch. Donc voilà, c'était mes tops et flops de cette course globalement. On va revenir sur le top 10 de la course. Je rappelle, Chase Elliott qui remporte la première course
de la saison pour la Hendrick, sa première victoire de la saison, sa 22e victoire, je crois. Chase Elliott, du coup, non, pas sa 22e victoire. Chase Elliott, Denny Hamlin, 2e, Joey Logano, 3e, Ty Gibbs, 4e, William Byron, 5e, Ryan Blaney, 6e, Christopher Bell, 7e, Austin Cindric, 8e, Kyle Larson, 9e, et Josh Berry, j'avais pas trop parlé, mais bien aussi, Josh Berry qui termine 10e. À noter aussi Van Gisbergen qui termine 11e. Bon résultat, c'était lui le meilleur de son écurie, là où Chastain aussi, un Chastain un petit peu inquiétant. Roche Chastain, on n'y reviendra pas. Pour le classement général, Tyler Reddick reste en tête évidemment avec 82 points d'avance. Il a perdu un petit peu, il avait 90 points d'avance, 95 points d'avance avant Martinsville, mais parce que Blaney a été meilleur sur Martinsville, a été très bon. Là où Reddick, on le sait, à Martinsville, c'est pas vraiment son circuit, c'est là où il est vraiment peut-être le moins à l'aise. Denny Hamlin passe 3e avec, il revient un petit peu sur il a 12 points de Ryan Blaney. On a aussi Chase Elliott qui est 4e, voilà, comme j'ai dit, le meilleur Hendrick. On a William Byron qui le talonne, qui a 9 points, qui a 11 points pardon, de Chase Elliott. William Byron 5e, on a Ty Gibbs qui est 6e, on a Christopher Bell qui est P7, on a Brad Keselowski 8e, on a Kyle Larson qui est 9e, Chris Buescher qui a perdu un peu, qui passe 10e, Bubba Wallace qui perd 8 places perdues pour Bubba Wallace parce qu'il a été victime d'un crash. Alors c'est lui qui a causé le crash aussi, je n'en ai pas parlé, mais c'est lui qui a causé le crash. Bubba Wallace qui était 3e du général, qui bascule à la 8e place. De toute façon, c'est très serré. Il y a plus d'écart entre Reddick et Blaney qu'entre Blaney et Bubba Wallace 11e. Joe Logano qui remonte à la 12e place. Il était 16e avant Martinsville. Prise 13. Van Gisbergen 14. Très très bien pour Van Gisbergen de rester. Alors qu'il n'y a eu qu'une seule course routière. Il reste pour le moment dans le chase. Osvar qui descend un peu, qui est 15e. Et la limite, c'est Daniel Suarez qui est 16e, qui a 9 points d'avance au McDowell. On a les Spire qui sont là, 15, 16, 17. On a Cindric qui est 18. Attention à Cindric, même si ça a été une bonne course. Ross Chastain 19 aussi qui n'est pas présent. Comme je dis, Briscoe 21. On a Kay Busch qui est 24. On a aussi Josh Berry qui est 25. Catastrophe pour Josh Berry qui était 32e avant le début de la course. On a Riley Herbst qui est censé avoir la même voiture que Bubba Wallace et Reddick qui est 30e. C'est une catastrophe. On a Connor Zilisch qui fait pas un bon début de saison, qui est 33e. Connor Zilisch qu'on n'a pas trop vu. Bowman qui est 36e parce que Alex Bowman, il a fait que 2 courses. Donc voilà, 2 courses et demie. Donc voilà, c'est terrible pour Alex Bowman qui est très 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 loin. Alex Bowman, il est à plus de 100 points pour la qualification. Donc grosse inquiétude pour Alex Bowman. J'espère qu'il reviendra en 2 semaines parce que sinon ça va commencer à être très 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 compliqué. Dites-moi vous, qui a été le meilleur pilote de cette course? Pour moi, c'est Denny Hamlin. Mais bon, le vainqueur au final, c'est Chase Elliott grâce à son équipe. Son équipe a été meilleure que l'équipe de la 11. Voilà, tout simplement, le pari stratégique a fonctionné pour Chase Elliott. On se retrouve très vite dans 2 semaines pour parler de la prochaine course. On se retrouve très vite. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.